Aujourd'hui, on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Bonjour à vous et bienvenue, c'est Case Tarot. On va aller faire du coup notre petite guidance intemporelle avec bien évidemment le conseil des guides. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des animaux. On a en premier le poisson, en deuxième le poulpe ou la pieuvre, je ne sais pas. Et en troisième, le cygne. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. Et puis, s'il y en a plusieurs, eh bien, c'est OK. Vous pouvez aller les voir parce qu'il peut y avoir des messages à recevoir ou alors ça peut concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le poisson. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, un peu compliqué cette histoire, un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'on est un petit peu empêtré. Alors, c'est pas une amitié amoureuse, enfin, c'est une sorte d'amitié amoureuse, mais avec des nuances. Et j'ai l'impression que on n'est pas dans une amitié franche qui dure depuis des années, où on a des sentiments et on a du mal à faire la transition vers une relation sentimentale. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est attiré par quelqu'un. Donc des deux côtés, on est attiré l'un par l'autre. Mais quand on s'est rencontrés, il y a eu un facteur qui a fait qu'on a automatiquement mis l'autre dans la friendzone. Ça peut être parce qu'il y en avait un des deux qui est en couple. Pour la majorité, c'est ça. Qu'il y en a un des deux qui est en couple. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, on a dit, bon bah voilà, ça sert à rien de chercher plus loin. Mais cette personne me plaît. Voilà, et on s'est un petit peu, alors je vais pas dire enlisé là-dedans, mais vous voyez ce je t'aime d'amitié là, j'ai l'impression qu'on le dit haut et fort, mais c'est pas du tout ce que l'on ressent, et on se planque derrière ça. Pour moi, non pas parce que y a un manque de courage ou des peurs ou quelque chose qui stagne, mais réellement parce que on ne s'autorise pas, ni d'un côté ni de l'autre, à vouloir espérer plus que ça, parce qu'il y a, encore une fois, un facteur dans la matière qui fait que, a priori, ce n'était pas censé prendre ce chemin-là. Ça peut être, alors, soit effectivement, il y en a un de vous qui est en couple, pour la majorité, ce sera ça. Ça peut être aussi parce que il y a un contexte social qui fait que c'est pas possible, hein. Enfin, que c'est pas possible. Je sais pas, ça peut être l'ex d'un ami ou d'une amie, ça peut être un ami de grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur. Vous voyez, il y a un truc comme ça où au début on s'est dit c'est pas fou d'avoir des vues sur quelqu'un comme ça, donc bam, friendzone. Voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui est veuf et qu'on se dit voilà, la personne est encore en deuil, etc. Donc non, de toute façon, on n'y va pas. Et pour autant, c'est clair que c'était pas prévu. Mais pour moi, le facteur bloquant est beaucoup plus du côté de la personne à qui vous pensez que de votre côté. C'est-à-dire que
Pour certains d'entre vous, il y en a qui sont en couple, mais pour moi, la majorité, si par exemple il y a une tierce, ce sera du côté de la personne à qui vous pensez. Ça va plutôt être cette personne-là qui a une incapacité, on va dire ça comme ça, donc soit qui est en couple, soit qui a des choses qui font que, et qui ne s'attendait pas, réellement pas, à avoir ce genre de sentiment, ce genre de rencontre à ce moment-là dans sa vie. Et j'ai envie de dire que c'est complètement indépendant de la qualité de sa relation si cette personne est en relation. D'accord? C'est-à-dire que ça aille bien ou pas bien dans son couple, le facteur inattendu, il est quand même là. Parce que même si ça va pas bien, c'est pas forcément quelqu'un qui pensait à rompre, par exemple. Pour X ou Y raison, hein. Peut-être qu'on veut redonner une chance, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que... Voilà. Donc, pour moi, la personne à qui vous pensez, vous êtes un petit peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on laisse un peu la porte ouverte. Voilà. On n'est pas... Alors, on peut être initiateur ou initiatrice, mais ça va être très léger. Ça va pas être du rentre-dedans, en date, on fait des trucs comme ça. Hein. Ça va plutôt être peut-être initiateur ou initiatrice un petit peu dans la séduction de ouvrir les portes. Mais vous êtes... vous protégez, quoi. Vous planquez un petit peu derrière le bah ouais, mais même si on m'ouvre ma porte, si cette personne elle est en couple, moi, ou qu'elle est bloquée, j'ai pas envie de me prendre un mur, j'ai pas envie de trop espérer et d'être déçue. Donc il y a quand même ce truc-là. Hein. Mais je pense que de toute façon, vous savez quand même que l'attirance, elle est réciproque. Vous savez que cette personne, potentiellement, elle vous regarde, elle pense à vous, elle peut-être est un petit peu dans la séduction, sauf que comme il n'y a pas la porte qui est vraiment ouverte pour s'engager et tenter des trucs, vous restez sur la mesure, mais pour moi, vous êtes pas dans le déni, quoi. Enfin, bien sûr que des fois on a des peurs et on doute, on se dit est-ce que vraiment cette personne je lui plais, etc. Mais si vous êtes complètement honnête avec vous-même, je pense que vous savez que vous lui plaisez, cette personne vous plaît et c'est beaucoup plus une réalité matérielle qui fait que on fait peut-être comme si de rien n'était, on y va tranquille et puis on attend que l'autre se dégage de ses obligations ou alors ouvre clairement la porte et fasse un pas. Hein, je pense que c'est plutôt comme ça. Ok. Alors, on va aller voir, hop, ce que cette personne ressent, du coup, pour vous. Ouais. C'est un biais pour moi. En fait, cette bienveillance, c'est une manière, j'ai l'impression, de détourner le sentimental, l'émotion romantique que l'on ressent pour vous, parce que elle nous met... Alors, mal à l'aise, c'est un bien grand mot, mais elle nous met mal à l'aise parce que, encore une fois, vous êtes arrivé un petit peu de manière imprévue, pas quand on s'y attendait, peut-être pas au meilleur timing pour nous, on l'a pas vu venir. Et c'est plus simple de se dire qu'on a beaucoup d'amour pour vous au sens large, donc beaucoup de bienveillance, qu'on a envie que vous alliez bien, que vous soyez heureux, etc. Parce que ça permet d'avoir une intimité émotionnelle sans la culpabilité, sans devoir forcément prendre des décisions, faire des choix et donc avoir des conséquences. Donc moi, ce que je ressens, c'est beaucoup d'amour, mais au sens large là, avec cette bienveillance. Ce truc de on a envie de passer du temps avec vous, on a envie de rendre ces moments agréables. Alors après, il y a un petit peu on se met un peu des œillères, c'est-à-dire qu'on volontairement, on n'a pas envie de réfléchir plus loin que ça, c'est-à-dire de savoir pourquoi on a envie que vous soyez heureux ou pourquoi on a envie de passer des moments avec vous, et on se retranche un petit peu derrière l'affection au sens large que l'on peut avoir pour vous et on ignore volontairement peut-être la part romantique pour le moment de l'affection. On a quand même envie de prendre soin de vous. On a envie aussi... C'est marrant parce que j'ai une espèce de donnant-donnant. On a envie de prendre soin de vous et que quelque part, alors c'est absolument pas conscientisé et c'est pas de la manipulation, mais
j'ai l'impression que c'est une manière peut-être d'attirer votre attention. Si vous êtes bien avec nous, si on prend soin de vous, si, je sais pas, on vous offre des cadeaux, on vous propose des sorties, des choses comme ça, bah, peut-être que vous allez vous allez reconnaître notre valeur, peut-être que vous allez avoir moins envie de peut-être de couper les ponts, de prendre de la distance, peut-être que vous allez vouloir passer plus de temps avec nous, vous rapprocher. Tout ça, c'est pas conscientisé, hein, c'est plus on essaie de créer du lien comme on le peut. Et la bienveillance, elle est de toute façon naturelle hein, chez cette personne. C'est pas je suis gentil pour qu'on soit gentil avec moi, mais quelque part on l'espère un petit peu que ça ait une portée supplémentaire que juste le fait que vous soyez bien ou heureux ou heureuse. Hein. Ok. Ouais. Moi, le cœur brisé, c'est pas la première fois qu'il sort comme ça. Je le sens pas en brisé, genre c'est en miettes et c'est la fin du monde et en se morfant. Je le ressens plutôt en brisé dans le sens pas uni. Vous voyez, morcelé avec... C'est comme si chaque petit morceau, vous voyez, avait sa volonté propre. Et du coup, ce cœur brisé, je le ressens pas comme, encore une fois, de la tristesse, mais plutôt comme divisé, partagé. Ce que je ressens, c'est compliqué de mettre des mots dessus parce que bah il y a une partie de moi, par exemple, qui a envie de me laisser aller. Il y a une autre partie de moi qui a peur. Il y a une partie de moi qui pense peut-être à la personne à qui je suis en couple actuellement. Il y a une partie de moi qui, etc. Et en fait, c'est plus ça que je ressens dans ce cœur brisé, c'est que c'est comme si on avait chaque petit morceau avait sa volonté et cherchait à partir d'un côté et du coup ça donne pas un sentiment qui est uni par rapport à vous. C'est pas forcément, c'est ni positif ni négatif. Prenez ça comme une manière peut-être encore plus approfondie du combat intérieur. En gros. Le combat intérieur, généralement, on peut prendre l'illustration dans les dessins animés d'avoir le petit ange sur l'épaule et le petit diable, d'avoir le choix de raison, le choix de cœur, par exemple. On va souvent imager deux forces opposées dans le combat intérieur. Et encore une fois, généralement, le cœur versus la raison. Alors que là, on est plutôt... On est plus dispersé que ça, on est plus éparpillé, on est plus confus, c'est plus désordonné, c'est plus chaotique, donc il n'y a pas deux grandes puissances qui s'affrontent, c'est plutôt plein de petits moments qui vont créer comme une fissure, comme une nouvelle partie qui va avoir sa volonté propre. Ça va être par exemple, et pourquoi c'est plus morcelé que juste deux grandes oppositions ? Parce que si on est dans l'opposition, par exemple, du cœur et de la raison, ou de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, etc., c'est qu'on a quand même une vision d'ensemble des choses. Et pour moi, c'est ce que je chantais un petit peu dans cette énergie, on se met volontairement des œillères. On n'est pas dans le déni, mais on n'a pas envie de trop réfléchir parce que ce serait avoir un regard plus grand sur la situation, mais du coup, quelque part, un peu plus anxiogène aussi. Vous voyez ? Parce que si on regarde la situation de loin, ça veut dire qu'il y aura peut-être un choix à faire, des décisions à prendre, des risques à prendre, des conséquences, peu importe ce qui bloque dans la matière à la base. Et le fait de garder le nez dans le guidon et de regarder à ses pieds, bah quelque part on a plein de petites crises existentielles à chaque moment, mais c'est moins angoissant que d'avoir les grosses conséquences. Vous voyez, donc ça va être par exemple, on a passé un moment ensemble, la petite fissure, ça pourrait être j'ai envie de rester plus longtemps, oui, mais c'est pas tout à fait bien parce que il faudrait pas qu'on passe le stade du romantique. Voyez, et on occulte tout le reste, on occulte le choix, on occulte les conséquences. Ça peut être j'ai envie d'inviter cette personne, mais je vais pas le faire parce que j'avais promis de faire je sais pas quoi, etc. Et c'est pas forcément des contradictions entre la situation actuelle et vous. Ça va être vous versus plein de petits trucs. Ça peut être des obligations qui n'ont rien à voir avec ce qui bloque. Ça peut être des interrogations morales, ça peut être des conflits matériels, et finalement,
indirectement, vous amenez le désordre. Et c'est ça, en fait. C'est que cette personne, elle est complètement brisée, mais dans le sens manque d'unicité sur son cœur, sur ses sentiments, et que ça part un petit peu en cacahuète dans tous les sens. Vous pouvez d'ailleurs peut-être le remarquer au quotidien avec des chauds froids, mais des chauds froids qui vont pas être par période, qui peuvent être très brusques dans les mêmes moments ou dans la même journée. C'est-à-dire, je sais pas, imaginons, vous voyez cette personne sur un délai de 3 heures pour aller boire un café, bah, vous allez peut-être avoir des moments où cette personne, elle va être très moteur, demandeuse, très proche, très amicale, très chaleureuse, et puis à un moment qui va hop se renfermer dans sa coquille, et puis finalement après se redétendre, refaire un pas vers vous, etc. Bah, c'est tous ces petits morceaux en fait qui évoluent, qui s'agitent et qui prennent un petit peu la lumière chacun à leur tour, qui viennent sur le devant de la scène et qui font leur petit choix de ah bah là j'ai décidé d'aller là. Donc ça peut donner des comportements qui sont un petit peu compliqués à comprendre, mais pour moi sur des périodes très courtes. Voilà. Ok, pas évident du coup. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a envie de... C'est pas la séparation au sens littéral. Alors, c'est clair que franchement, c'est là où on voit que la canalisation, c'est important, parce que si on regarde juste ça, on se dit que la personne, elle veut se barrer, ou que vous êtes barré et qu'elle a le cœur brisé. Mais c'est pas du tout ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est cette volonté, cette force de l'esprit, cette conviction, cette détermination à vouloir non pas se séparer, mais garder une distance émotionnelle avec vous. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a ce cœur brisé de toute façon qui part un petit peu en cacahuète dans tous les sens et qu'on se retranche derrière cette bienveillance. Il y a une partie aussi, si on associe là les deux quand elles se mélangent, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas spécialement non plus envie de se faire de faux espoirs. C'est pour ça qu'on reste un petit peu peut-être dans ce déni du sentiment. Parce que de manière pragmatique, on se dit qu'il n'y aura pas de résultat positif tout de suite, quoi qu'il arrive. Peut-être que cette histoire a une chance de fonctionner, et là-dessus, on n'a pas trop envie de réfléchir trop loin de toute façon, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas dans l'immédiat. Donc quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on va devoir renoncer à vous. D'accord ? Quand je dis renoncer à vous, ça peut être définitivement, comme ça peut être mettre de la distance parce que on doit gérer ce qui se passe de notre côté, ça peut être on peut réinvestir notre relation de couple, etc. Donc on n'a pas non plus envie de trop laisser aller notre émotionnel, et c'est pour ça qu'il se fissure et que ça fait plein de petits morceaux, parce que on veut se protéger. Donc là, moi je ressens plutôt une volonté de garder une certaine distance pour pas s'emballer, pour pas avoir la désillusion, pour pas tomber de haut, pour pas être blessé et souffrir. Ok. Ouais, vous voyez, là on est aussi dans du temps mort, hein. On est dans du... Pour le moment, je reste un petit peu observateur ou observatrice. C'est-à-dire que, encore une fois, les actions qu'on va mener vers vous, on va un petit peu les déguiser pour pas que ce soit trop franc, pour pas que ce soit trop... trop ouvert, mais de toute façon, parce qu'on veut pas arriver aux conséquences, hein, quoi qu'il arrive. Donc, on est un petit peu dans... je regarde ce qui arrive, et puis, plus je vais... Alors, c'est pas mettre de la distance, mais on est un peu convaincu que plus on arrive à garder une certaine distance émotionnelle, donc plus on arrive à être dans le mental et à se dire « Oh là, ok, faut pas trop que je m'emballe non plus », plus on va être capable de prendre du recul sur la situation. Et encore une fois, le but n'est pas de prendre trop de recul, hein, parce que si on prend trop de recul et qu'on voit tout dans le global et qu'on se dit « Oh là, j'ai un choix à faire », c'est pas ce qu'on veut, ça nous fait peur. Mais... on se dit, en fait, c'est pas du recul pour y voir plus clair qu'on veut prendre, c'est du recul pour être moins impacté, pour être moins investi. Donc,
et puis pour être rassuré aussi hein, par les signes que vous pourriez envoyer, de toute façon. Donc, on est vraiment dans le « j'ai envie de maintenir le lien », j'ai envie à certains moments de laisser aller des petites envies, des impulsions, des choses que j'ai, et de mettre ça sous le coup de l'impulsion aussi, hein, on se planque derrière ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui, si vous êtes pas ensemble, en visuel, on va dire, si vous êtes en distance, hein, ça peut être texto, appel, peu importe, cette personne, là, va être dans le contrôle et pour moi, va mettre une certaine distance. Ok, donc je suis pas sûre que, par exemple, vous lui écriviez beaucoup, ou alors ça doit rester assez basique. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on a le temps de réfléchir, on a le temps d'être dans l'observation, on a le temps de vraiment de méditer les choses, de réfléchir et de garder avec notre volonté un petit peu de distance émotionnelle. Par contre, quand on est ensemble, et c'est là où ce cœur brisé, il est intéressant, c'est que sous couvert de c'est l'impulsion du moment, on réfléchit pas trop. En fait, c'est une fausse nonchalance pour se permettre de faire des choses qu'on a envie de faire. Parce il y a plein de choses qu'on a envie, mais que on n'arrive pas forcément à gérer. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est quand même assez perdu pour moi. C'est une personne qui tient beaucoup à vous, hein, mais qui sait pas du tout quoi en faire. Ouais, vous voyez. Et le bouquet, pour moi, il revient bien avec ce que j'ai du cœur brisé, c'est les moments ponctuels. Vous voyez, le bouquet, c'est... il y a cette énergie d'éphémère qui fait plaisir. Vous voyez, le truc de... voilà, quand on reçoit un bouquet de fleurs, bah, ça fait très plaisir, mais c'est très ponctuel. C'est pas comme quelque chose de matériel qu'on peut garder. Bah, typiquement, c'est moins engageant, c'est moins pérenne que par exemple un bijou, une bague de fiançailles ou des choses comme ça. Ça veut pas dire que c'est moins important, loin de là, mais c'est pas la même intention. C'est pas la même signification, c'est pas la même intention. Le bouquet a vraiment ce cadeau, ce ressenti, ce cadeau de j'ai envie de faire plaisir à l'instant T. Et demain, on s'en fout. Demain, si les fleurs sont fanées le lendemain, vraiment, c'est pas fou. Mais c'est un peu l'idée que ça veut dire, c'est à ce moment, j'ai eu envie de faire plaisir. À ce moment, tu reçois mon cadeau, tu es content, mais ce n'est pas censé durer dans le temps. D'accord? Et là, c'est un petit peu ça, c'est que les moments qu'on passe avec vous, on a envie de les prendre un par un, on a envie de les savourer, de les prendre comme des cadeaux qui arrivent, mais sans se poser de questions. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les alliances ou quelque chose qui est beaucoup plus pérenne dans le temps, parce qu'on n'est pas capable d'envisager la relation comme ça pour le moment. On préfère vraiment jouer sur le côté ponctuel, se donner bonne conscience quand on réfléchit, de mettre un peu de distance émotionnelle et de se laisser aller au contact avec vous sous couvert de... là, c'était pas prévu, j'ai fait ce que j'avais envie, c'est pas très grave, etc. Ok. Alors, on va aller voir, hop, les conseils des guides. Ouais. Alors, vous devez, dans la mesure du possible, essayer de ne pas... C'est un peu, ça peut paraître égoïste comme conseil, mais je le comprends. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein, attention. Mais si vous avez de la culpabilité, par exemple, par rapport à cette personne, hein, peu importe ce qui bloque à la base, on a vu, si vous avez des remords, des choses comme ça, ce n'est pas votre responsabilité. Et ça, il est important que vous en preniez conscience, d'accord? Les choix que cette personne fait sont les siens. Et vous n'avez pas à vous charger d'un poids qui ne vous appartient pas. Si cette personne, mettons, décide de mettre un terme à une relation, décide de, peu importe, faire un sacrifice ou non, hein, ça ne dépend pas de vous et ce n'est pas à vous de, du coup, compenser ou alors être... ce que je reçois, c'est être trop compréhensif.
Si vous êtes trop compréhensif, et bien sûr qu'il faut être bienveillant, etc. Mais la bienveillance, elle s'arrête là où votre inconfort commence, on va dire. D'accord? Bien sûr que on va prendre la situation vraiment de base, hein, un peu cliché, mais vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui est en couple. Bien sûr que c'est normal de se dire, voilà, cette personne, je lui fais confiance, mais il faut que je lui laisse le temps de clôturer correctement son histoire, etc. Oui, 100%. Par contre, commencer à anticiper les besoins, vous faire passer derrière, dire que «Oh bah non, vas-y, je passe toujours derrière, t'as pas de temps pour moi, et puis ça fait déjà 2 ans que tu me fais attendre, et puis j'attends encore». Là, on n'est plus dans la bienveillance. Là, on est dans le sacrifice. Ok? Et là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que il faut que parfois vous soyez ferme. Et être ferme, c'est pas être méchant, c'est que vous aussi, vous avez votre individualité, aussi, vous aussi, vous avez, entre guillemets, des besoins, des peurs, des failles, des zones d'inconfort, et qu'elles sont tout aussi importantes que cette personne. Vous pouvez peut-être vous dire que votre situation est plus envieuse que la sienne, mais pas forcément. Et moi, c'est vraiment ce que je reçois avec cette reine d'épée, c'est que quelque part, il faut savoir se battre pour vos besoins aussi. Et pour ça, malheureusement, ça nécessite parfois d'oublier un peu ceux des autres. Donc, ça veut pas dire être égoïste et demander des ultimatums et des trucs comme ça, mais essayer peut-être de réaligner un petit peu la balance. Cultiver l'inspiration pour éveiller votre esprit et nourrir votre créativité. Ok. Voilà, c'est plus... de manière générale, pour moi. En soi, c'est vraiment... prenez... En fait, j'ai l'impression que c'est écoutez-vous, quelque part. C'est plus... Je sais pas pourquoi, moi, je ressens l'intuition plus que l'inspiration, là. C'est faites confiance à votre intuition. Et c'est... Votre intuition va vous amener la lucidité. Alors que l'émotionnel... il risque de pas être bon, et le mental non plus. Je m'explique. Si vous êtes trop dans la réflexion, pour moi, vous allez vous faire des nœuds au cerveau, vous allez soit anticiper, soit bloquer la situation. Et si vous êtes trop dans l'émotionnel, bah là, c'est le premier conseil. Pour moi, vous allez vous oublier et ça va pas fonctionner. Donc, faites confiance à votre intuition. Et l'inspiration, c'est... Ouais, c'est... Pour moi, il y a ce truc mystique là d'intuition. Voilà. Faites confiance à votre intuition pour savoir où est la justesse, en fait, pour vous. D'accord? C'est-à-dire est-ce que là, oui, c'est bien de céder, on va dire, et là, est-ce que c'est bien? Je suis pas sûre. Voilà. Et ensuite... Le monde vous attend. Ouais. Les conseils, ils sont pas fous, mais parce que je pense que vous n'en avez pas spécialement besoin, en fait, là. Là, c'est un petit peu... Moi, ce que j'ai, c'est faire... En gros, en résumé, c'est faites entendre votre voix. Et pour qu'elle soit juste, faites confiance à votre intuition plus qu'à votre mental ou à votre émotionnel. Le monde, il vous attend, cette relation vous attend potentiellement. Mais ça nécessite que vous vous mettiez en route, que vous vous leviez et que vous fassiez ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et si vous restez confortablement sous la couette, si vous laissez cette personne quelque part prendre le lead parce que vous vous chargez du poids qui n'est pas à vous, c'est-à-dire de oui, c'est de ma faute si il ou elle est dans l'embarras, le pauvre ou la pauvre, je dois le laisser ou la laisser faire comme il ou elle l'entend. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui regarde qu'elle nez dans le guidon, hein, donc c'est pas quelqu'un qui va avancer. Donc plus vous allez être affirmé, plus vous allez savoir ce que vous voulez, plus vous allez aussi poser des limites franches, c'est-à-dire, alors vous n'êtes pas obligé d'arriver les pieds dans le plat et de dire tu me plais, maintenant tu bouges tes fesses, hein, ça va pas le faire, mais plus vous allez être cohérent et cohérente et plus vous allez mettre des actions en place, en fait plus vous allez être moteur et vous avez moyen d'être moteur dans cette relation, plus quelque part ça va fonctionner. Voilà. Et encore une fois, en plus, plus vous êtes moteur, plus ça va dans le sens de ce qui est bon pour vous, et donc moins vous êtes... Parce que sinon, c'est le cercle vicieux. Hein. Si vous êtes passif parce que vous voulez que ça soit le mieux pour la personne, et encore une fois, c'est bien d'avoir de la bienveillance, mais pas trop. Enfin, pas trop.
faut pas que ça aille dans le sacrifice. Si vous êtes trop à vouloir ménager cette personne, bah, en fait, vous allez être de plus en plus passif. Cette personne va être de plus en plus, du coup, dans sa zone de confort parce que vous ne l'en sortez pas. Et finalement, c'est un cercle vicieux où tout se bloque. Hein. Parce que là, on n'est pas sur quelqu'un qui est dans des énergies pour avancer. Enfin, il ou elle avance, mais alors, encore une fois, la tête dans le guidon. Donc, ça va être à vous vraiment à la limite, de proposer peut-être des choses, de voir comment ça réagit, encore une fois, avec bienveillance par rapport à la situation de l'autre, mais aussi avec bienveillance envers vous-même. Hein. Vous avez le droit aussi d'avoir des besoins, vous avez le droit d'écouter vos envies, d'avoir des peurs et de vouloir les solutionner, d'avoir des choses comme ça. Hein. Donc, ouais, au niveau des conseils, c'est n'ayez pas peur, en fait, de prendre le lead, avec justesse, bien évidemment, et en vous faisant passer un petit peu, au moins ne serait-ce que sur la même échelle que l'autre, c'est-à-dire vraiment vous mettre sur un pied d'égalité. Il ou elle a des problèmes, des peurs, des angoisses, bah moi aussi j'en ai. Il ou elle a des besoins, des envies, ok, bah moi aussi j'en ai. Et du coup, bah de partir sur cette espèce d'équilibre, mais tout en étant moteur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le poulpe ou la pieuvre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Alors, là, moi, j'ai une espèce d'incompréhension. C'est-à-dire que on est dans une espèce de cercle vicieux, quelque part, où vous êtes tous les deux en train de vous monter la tête pour vous protéger. C'est-à-dire, la personne à qui vous pensez, elle est timide. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est une personne qui est prudente, qui est pudique sur ses sentiments, et qui, pour moi, n'a pas énormément confiance en elle. Et cette personne... elle est intéressée par vous, mais elle est peut-être très maladroite. Vraiment très maladroite. Et je pense qu'elle est vraiment pas douée. Je suis désolée, hein, c'est pas dans le jugement, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un... vous voyez le cliché du petit garçon qui tire les couettes de la petite fille qui lui plaît. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est intéressé, mais alors qui envoie des signaux, mais tellement pas clairs. Mais tellement pas... Enfin, vraiment l'opposé, ou limite, vous vous dites, mais est-ce que cette personne, elle a une dent contre moi, ou je sais pas, est-ce que cette personne... alors, c'est peut-être grave, je la dégoûte, mais vous voyez, il y a des trucs comme ça, où on vous envoie tellement des signaux bizarres que c'est absolument pas clair. Voire complètement logique d'être interprété comme l'inverse que ce que cette personne pense. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très extrême, mais de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui peut vous dire « Waouh, mentalement, t'es trop cool, t'es génial, je t'adore, mais physiquement, je peux pas. » Ben vous, qu'est-ce que vous comprenez? C'est physiquement, je suis une grosse merde, je suis moche, je te dégoûte, etc. Ce qui est compréhensible, hein, de comprendre ça. Alors qu'en vrai, ce que cette personne a voulu dire, c'est je te kiffe, mais comme j'ai envie de noyer le poisson, je vais te mettre une petite balayette derrière la tête pour pas que tu t'emballes, pour pas que tu comprennes ce que j'essaie de te dire. Et du coup, bah, on est arrivé à des incompréhensions comme ça, où vous savez plus, et limite, vous êtes en train, pour vous protéger,
protéger, parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, du passif-agressif sans s'en rendre compte, de vous mettre une barrière, de vous dire, voilà, faut pas que je m'emballe, cette personne, elle m'aime pas, cette personne, je lui plais pas, cette personne, elle m'apprécie pas, je la saoule, ou des choses comme ça, parce que c'est des choses qu'on vous a plus ou moins dit avec énormément de maladresse. Ça peut être aussi des blagues à la con de oh bah tu serais le dernier mec sur Terre ou la dernière nana sur Terre, mais jamais je voudrais de toi. Vous voyez, et c'est une tentative de cacher ce que l'on ressent pour se protéger, qui est vraiment pourri, hein, faut dire ce qui est. Et vous, bah c'est le tu viens de me faire super mal, donc qu'est-ce que je fais? Bah je me protège. J'arrête de penser que je te plais, même quand tu me dis des trucs positifs, maintenant je retiens que le négatif parce que tu me fais c'est tellement des douches froides que voilà, je me prépare. Et vous essayez de vous protéger, vous essayez de renfermer vos sentiments, vous avez peut-être même essayé de commencer à les couper, à vous dire c'est bon, j'arrête d'y croire, je passe à autre chose, j'essaie de trouver quelqu'un d'autre parce que même si cette personne me plaît, elle me fait du mal. Et ce côté influençable, moi j'ai l'impression que c'est que vous êtes tous les deux en train de vous auto-influencer, c'est-à-dire que vous vous auto-influencez à vous dire cette personne ne m'aime pas, cette personne n'est pas intéressée, donc je me protège, donc je dois pas rentrer dans le jeu, donc je dois potentiellement mettre de la distance, peut-être répondre sèchement, peut-être me protéger, peut-être attaquer, me défendre, peu importe en fait, vous êtes dans un mal-être, dans une situation très inconfortable, donc il y a tous vos réflexes défensifs qui s'activent. Et le truc, c'est qu'au contact de vos problèmes, de vos schémas défensifs, de vos réflexes, cette personne, elle rentre encore plus aussi dans la maladresse, la timidité, dans ce genre de choses, parce que, si on est dans une espèce de surenchère, cette personne vous blesse, vous vous protégez, vous essayez de mettre de la distance, donc vous rejetez cette personne va être encore plus dans le en plus cette personne elle est pas réceptive, donc faut que je me protège d'autant plus, faut que je cache d'autant plus ce que je ressens, donc on arrive dans ce truc, pareil, on s'auto-influence pour moi à penser que vous n'êtes pas intéressé, et du coup on en devient d'autant plus maladroit, donc on est dans des espèces de cercles vicieux qui entrent en résonance, et qui doivent être pas du tout agréables, et surtout pour vous, parce que vous, ça vous fait énormément de mal. Pour moi, c'est pas intentionnel, mais il n'empêche que les conséquences sont là et que vous êtes pas bien, quoi. En plus, vous devez même plus savoir sur quel pied danser ou quoi croire, votre intuition, les faits, c'est-à-dire ce qu'on vous balance à la tronche, les pas en avant, les pas en arrière, ce qu'on fait, ce qu'on dit, vous devez être complètement paumé. Et dans le doute, comme il y a quand même beaucoup de preuves ou d'arguments qui vont dans le sens de vos craintes, c'est normal que vous essayiez de vous convaincre ou de vous protéger que vous faites des films, que cette personne, elle vous aime pas, etc. Pas évident du tout. Du coup, je comprends que vous ayez besoin de savoir ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Alors. Mais je pense qu'il y a une part quand même de dualité au niveau émotionnel, chez cette personne. Parce qu'il ou elle essaie de se protéger aussi, de toute façon. Alors... Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi pas? Je vais en prendre une autre. Parce que je vois où ça veut en venir, mais je comprends pas trop le... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. C'est un peu ce que je pensais. En fait, la timidité qu'on a, c'est une sorte de protection et de passivité. Et on a ce... Comment dire? C'est comme si on était un peu... on subissait notre timidité ou notre maladresse. Quand je dis timidité, c'est pas forcément quelqu'un qui est réservé et qui... c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est plutôt de la pudeur sur son émotionnel. C'est quelqu'un qui n'aime pas exprimer ce qu'il ou elle ressent. Et au contraire, ça peut être un caractère qui n'est pas timide en apparence. Faut pas faire l'amalgame. Ça peut être une personne, au contraire, qui est très autoritaire, qui se fait remarquer, qui est un peu cinglante, qui... Pourquoi? Parce que c'est un système de défense...
par rapport à son émotionnel. Donc ça peut au contraire être une personne, même pour la majorité, qui est très affirmée. Mais par contre, c'est pas une personne qui est dans l'émotionnel. C'est pas une personne qui se confie, qui parle de lui ou d'elle, qui parle de ses sentiments, de ses peurs, des choses comme ça. Au contraire, ça va être quelqu'un plutôt un peu bourrin dans les énergies. J'ai quelqu'un de très fier. Ça peut être d'ailleurs des lions, peut-être des béliers aussi. J'ai dans ce genre-là. Et en fait, ce que on ressent pour vous, c'est que quelque part, plus, et les maladresses, elles viennent de là aussi, plus on va être dans l'agressivité, ou du moins dans la provoque, et cette détermination qui est très franche, plus on va être dans ces énergies très franches, très dures, très directes, plus on a l'impression d'être aux commandes, plus on a l'impression d'avoir le contrôle sur la situation, à défaut d'avoir le contrôle sur notre émotionnel, et on a très très peur de souffrir, d'être malheureux, d'être rejeté, peu importe, plus on contrôle la situation et on la mène par le bout du nez, moins on subit l'émotionnel, parce qu'on l'emmène là où on veut aller. Et donc, c'est complètement contradictoire, mais limite, on est sur quelqu'un, vraiment, le gamin qui tire les couettes de la petite fille, quoi. Plus on tient à vous, plus on risque de vous rejeter, d'être dans la provoque, d'être dans ce genre de choses, parce qu'on veut absolument asseoir notre autorité quelque part sur vous et sur la situation, et pouvoir la mener par le bout du nez. Donc on est sur quelque chose de très 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 déséquilibré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur une personne... Et c'est une mauvaise façon de fonctionner, mais ça vient d'une éducation, d'un vécu, de blessures, etc. Donc, encore une fois, ça ne doit pas pardonner les actes qui ne peuvent pas l'être, mais ça se comprend. Voilà. On est sur une personne qui veut, en gros, asseoir son pouvoir sur vous, et qui veut vraiment... Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu vous asservir, c'est très dur, c'est pas à ce point-là, mais dans la tête de cette personne, c'est un peu c'est cette personne ou vous, quoi. C'est y en a un des deux qui va perdre des plumes, et ce sera pas lui ou elle. Donc faut que ce soit vous. On a une vision très 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 bizarre des relations amoureuses, où on voit vraiment ça comme une bataille de pouvoir, comme une position. Il y a dans la tête de cette personne, il y a une position de force et il y a une position de faiblesse. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir et il y a quelqu'un qui subit, et il est hors de question d'être la personne qui subit. Donc il y a des trucs comme ça, un peu de sabotage, de destruction, mine de rien. Alors, ça peut paraître dégueulasse comment je vais le dire, mais c'est pas aussi malsain que ça. C'est pour que vous compreniez les énergies. Le but, c'est un peu de vous briser pour vous posséder, quoi. Ça fait vraiment horrible dit comme ça, mais plus on va... ouais, vous tapez dessus, non, mais vous affaiblir, vraiment, le but c'est d'affaiblir vos défenses, que vous arriviez à bout pour être sûr d'asseoir notre autorité et pour avoir le contrôle sur la situation. Encore une fois, l'intention n'est pas, entre guillemets, consciente, n'est pas mauvaise, hein, attention, c'est pas quelqu'un de méchant, par contre c'est quelqu'un qui a des schémas très 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 toxiques dans ce qui est de l'amour. Ok, et ça, il faut en avoir conscience. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est une personne qui est toxique dans sa façon d'aimer, et donc une personne qui peut malheureusement vous faire du mal. Et c'est vous qui risquez d'en payer les pots cassés. Donc il faut que vous en ayez conscience. Hein. Ouais, vous voyez. Et là, j'ai ce cœur endeuillé dans vraiment sa version noire, quoi. On a souffert, on ne s'est pas remis, on a beaucoup de choses qui sont des plaies béantes à l'intérieur de nous, et ouais, on cherche une lumière, mais on ne sait pas comment la chercher. Donc, eh ben, on continue de faire ce qu'on sait faire, quelque part. On sait pas... on aimerait se reconstruire, on aimerait grandir, on aimerait être plus serein, mais on ne sait pas comment. Donc on continue de faire ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Je vais prendre un parallèle. C'est comme si vous aviez quelqu'un, par exemple, qui a vécu dans la rue,
qui a vécu, par exemple... On va prendre un exemple avec une série, tiens, The Walking Dead, pour ceux qui connaissent. Bon, normalement, c'est une série connue. On est d'accord qu'au début, c'est les hommes versus les zombies. Hein. Au bout d'un moment, plus on avance dans la série, plus c'est les hommes versus les hommes. Pourquoi? Parce que dans un monde post-apocalyptique, où la loi du plus fort, elle fonctionne, ben, l'être humain, il peut devenir beaucoup plus souvent un ennemi qu'un allié. Bon, bah, quand vous vivez dans ce genre de contexte pendant très longtemps, on a malheureusement des mécanismes qui se mettent en place. Si vous êtes lâché dans un monde post-apocalyptique, à chaque fois que vous avez rencontré un autre humain, il a essayé de vous tuer ou de vous la mettre à l'envers, il y a de fortes chances que, au bout d'un moment, quand vous allez croiser un autre être humain, vous allez tirer avant de poser des questions. Vous allez attaquer avant de devoir vous défendre. Pourquoi? Parce que l'expérience vous a appris que l'instinct de survie, c'était soit vous, soit l'autre. Et qu'à un moment, il faut vous choisir vous. Donc, vous allez risquer de rentrer dans ce genre d'extrême. Et quelque part, bah, tant que vous ne savez pas comment faire autrement, vous allez garder ce mécanisme-là. Et oui, peut-être que vous allez tuer des gens méchants, mais peut-être que vous allez tuer des gens gentils, mais parce que vous pouvez pas vous permettre de vous poser la question. Et tant que vous aurez pas trouvé une autre solution, donc je sais pas, peut-être d'avoir une forteresse qui vous permette de poser des questions en sécurité, ou d'avoir des preuves, je sais pas, si un jour vous lisez dans la tête de l'autre, et ben vous aurez peut-être plus besoin de les buter, parce que vous saurez si la personne elle est de confiance ou pas. Mais tant que vous n'avez pas ce super pouvoir-là, et ben vous allez rester dans vos réflexes, dans ce qui a fonctionné pour votre survie jusqu'à maintenant. Et la personne à qui vous pensez, elle est là-dedans. Moi, comment j'ai survécu en amour, comment j'ai survécu avec mes blessures, c'est que malheureusement, j'ai écrasé les autres pour survivre. J'ai fait passer ma survie avant les autres. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire autrement. Donc, cette personne, oui, je tiens à elle. Cette personne, j'ai envie de la conquérir, mais je ne sais pas baisser ma garde. Donc, si je veux qu'elle soit mon alliée, il faut que je la soumette. Il faut que j'ai cette position de force pour me sentir en sécurité. Et effectivement, si vous croisez une personne qui est désarmée, je reprends The Walking Dead, hein, qui a pas d'armes, qui a même un bras en moins, etc., bah, vous allez peut-être l'accepter comme allié. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de chances qu'elle vous fasse du mal. Ou un enfant. Il y a moins de chances. Et que vous êtes sûr que si les choses se passent mal, si vous accordez votre confiance, c'est moins grave que si vous accordez votre confiance à quelqu'un qui fait 2 fois votre taille, 2 fois votre poids et qui a 5 guns dans ses poches. Voilà. Et ben là, c'est un peu pareil. Donc, on est malheureusement dans ce réflexe de vouloir... C'est pas vous faire du mal, mais c'est vraiment garder l'ascendant, garder ce mécanisme de défense. Voyez, vous éveillez vraiment les sentiments de cette personne. Et c'est pour ça qu'on est aussi mal et qu'on est perdu. Et on aurait vraiment... Et c'est ça qui me touche chez cette personne. Ouais, c'est quelqu'un de toxique et vraiment... faites attention à vous, parce que les dégâts peuvent être importants. Mais c'est quelqu'un qui est touchant parce que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça parce qu'il ou elle ne sait pas faire autrement. Et c'est vraiment pas de la méchanceté. C'est... Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui aimerait être capable d'être serein ou sereine, d'être une personne qui aimerait se reconstruire, qui aimerait être heureux ou heureuse, mais qui n'a aucune idée de comment le faire et qui traite chaque sentiment qu'il ou elle reçoit, alors encore plus sur le plan romantique, mais même de manière générale, comme un ennemi, comme une manière, comme quelque chose qui l'attaque, qui peut le faire souffrir, le ou la faire souffrir. Et il ne reste à cette personne que sa force intérieure, sa résilience et sa détermination pour s'en sortir. Donc forcément, ça donne un cocktail explosif. Hein. Ouais, vous voyez, on est quand même... On est piqué, hein. On est piqué. On est vraiment très, 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 très piqué. On vous aime beaucoup. Hein. Mais on combat... On combat ça de toutes nos forces. On combat la faiblesse que ça crée chez nous de toutes nos forces. Et du coup, on n'est pas capable de vous jeter ou de renoncer à vous, etc. Mais du coup, ouais, ça veut dire avoir l'autorité, quoi. Avoir la position de force, avoir le pouvoir sur vous. Et alors, c'est compliqué parce que c'est une guidance générale. D'accord? Et c'est vraiment propre à chacun. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne vous aime énormément, mais ne sait pas aimer de manière saine. Maintenant, même si vous comprenez pourquoi, même si vous voyez le potentiel, c'est vraiment propre à chacun d'entre vous de prendre la décision qui s'impose. Vous pouvez comprendre,
mais ne pas être d'accord avec ce que ça implique dans la matière, parce que les conséquences, elles sont dures. Vous pouvez très bien comprendre et ne pas tolérer, ou alors vous mettre des limites, etc. Mais comprendre et tout accepter, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour cette personne, de toute façon. Parce que la reconstruction, de toute façon, si on veut changer quoi que ce soit chez nous, il faut déjà commencer à sortir du cycle. Et là, on est sur une personne qui répète ses schémas défensifs, qui répète ses schémas toxiques, parce que il ou elle ne sait pas comment sortir de ce cercle. Et si vous ne changez pas les paramètres, parce que cette personne ne sait pas comment le faire, vous ne pouvez pas espérer que il ou elle en sorte. Donc si vous allez dans son sens, si vous subissez, si vous baissez la tête, si vous entrez dans, on va dire, de la servitude ou des choses comme ça, ben, le schéma se répète. En fait, vous encouragez le schéma. Si vous entrez dans le frontal, bon, c'est bien hein, de se respecter et de dire qu'on n'est pas d'accord, mais la guerre ouverte, c'est pas forcément ce qui va fonctionner non plus le mieux avec cette personne. Hein. Donc, à vous de trouver, de toute façon, on va regarder les conseils des guides, mais en tout cas, laisser les choses se faire naturellement en laissant le volant à cette personne n'est absolument pas la solution pour vous. Hein. Parce que cette personne va vous emmener dans le mur comme il ou elle le fait régulièrement. Ouais, vous voyez. On est dans les intérêts purement personnels. Hein. Et il y a un petit peu de... Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas une personne qui est machiavélique et qui est volontairement méchante ou manipulatrice, etc. Mais les schémas sont toxiques. Et l'ingéniosité, les intérêts personnels de ce renard, pour moi, c'est pas comme s'ils étaient utilisés à mauvais escient pour vous la faire à l'envers, mais ils sont utilisés pour son instinct de survie, quoi. Ils sont vraiment... on prend les ressources que l'on a pour sa propre survie. Et si notre ressource, c'est le côté un petit peu comme ça, retors de je noie le poisson, je suis pas clair, je fais du avant-arrière, etc., on l'utilise. Alors après, est-ce que c'est agréable pour vous? Pas du tout. Mais je le sens pas comme une volonté de vous nuire. Je sens plus comme une volonté de sauver sa peau. Le renard, il a mauvaise presse, mais... Un renard qui rentre dans un poulailler et qui défonce toutes les poules. On est d'accord qu'il n'avait peut-être pas aucun intérêt à défoncer toutes les poules, mais un renard qui chasse, d'accord, un lapin ou n'importe quoi, il le fait pas pour faire du mal au lapin. Il le fait dans son intérêt à lui de se nourrir. Après, il y a les chats, ils aiment bien jouer avec la nourriture, on est d'accord. Mais on peut pas dire qu'un prédateur, il est méchant parce qu'il mange une proie. Il en va de son intérêt et de sa survie. Et là, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est pas le chat qui joue avec sa nourriture, c'est un prédateur qui essaie de se nourrir et malheureusement, vous êtes la proie. Voilà, donc c'est pas... volontairement pour vous faire du mal, mais encore une fois, la proie, elle a quand même intérêt à se protéger, sinon elle passe à la casserole. Et pas dans le sens où vous auriez envie de passer à la casserole. Donc, attention. Alors, on va aller voir les conseils des guides, du coup, pour vous. Ouais. Alors, moi, j'ai en premier, ne pensez pas que vous êtes, comment dire, destiné à souffrir, ok? Et que cette personne ne fera que vous faire du mal. Cette personne, elle est capable de prendre soin de vous, d'accord? Alors, ça veut pas dire qu'il faut... baser toute cette relation sur du potentiel. Hein. C'est-à-dire, ne commencez pas à dire, allez, je subis, je prends sur moi parce que cette personne va finir par m'aimer et prendre soin de moi. Non, il faut vous baser sur le réel. Mais cette personne, elle est autant capable, certes, de vous faire du mal que de vous faire du bien. Ok, il faut quand même pas l'oublier parce que, en fait, peu importe la décision que vous preniez, si vous décidez de ne pas donner de chance à cette relation, vous avez entièrement le droit, parce que c'est vos besoins et ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui saurez ce qui est le mieux pour vous, d'accord? Donc faites ce qui est juste pour vous. Par contre, ne prenez pas cette décision pour des mauvaises raisons, d'accord? C'est-à-dire, ne cherchez pas, par exemple, à vous dire que vous voulez condamner cette relation parce que cette personne ne vous aime pas, parce que vous savez que c'est faux. Cette personne, elle vous aime.
d'une manière complètement pourrie, oui, mais elle vous aime. Donc, assurez-vous de prendre les décisions pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, quelque part, vous les connaissez. Enfin, les raisons qui font que, par exemple, dire « Ok, je sais que cette personne tient à moi, mais sa façon d'aimer ne me correspond pas », là, c'est ok et vous pouvez tourner le dos sans souci à la relation. Ok. Moi, ce que je reçois là dans ce 5 de denier, c'est... En fait, il y a un juste milieu à trouver entre le bourreau, le sauveur et la victime. Vous voyez? C'est que pour moi... vous êtes peut-être trop en train de vouloir mettre des choses dans les cases. Alors, il est vrai que dans la matière, on n'est plus sur cette personne est un bourreau et vous êtes la victime, d'accord? Mais la manière de vous sortir de ce schéma-là n'est pas forcément de devenir le sauveur de cette personne, ni de devenir le bourreau de cette personne, ok? J'ai ce truc de attention aux extrêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui est entièrement méchant et quelqu'un qui est entièrement gentil. Il n'y a pas une personne qui doit avoir la toute-puissance du bien et une personne qui a la toute-puissance du mal. Vous n'êtes, entre guillemets, pas entièrement victime et cette personne n'est pas entièrement bourreau. D'accord? Il y a des subtilités, il y a des nuances. Et si vous basez votre décision sur quelque chose d'aussi binaire, quelque part, ou aussi blanc ou noir, ce n'est pas juste. Et vous me direz, on s'en fout que ce soit juste du moment que je prends la décision. Oui et non, parce que pour moi, vous n'arriverez pas à tourner la page correctement si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Parce que la toxicité, c'est toxique. Mais ça peut avoir un goût étrangement de tentation. La toxicité, ça fait vibrer, en fait. C'est con à dire, hein. Mais ce qui est toxique, ça fait vibrer. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir, parce que oui, il y a des très gros bas, mais il y a aussi des très gros hauts. Il y a des moments où on se sent vivant. Il y a ce truc un petit peu où on est haletant, on attend la prochaine étape. En fait, on est comme dopé, hein. C'est des émotions très très fortes et il peut y avoir une certaine addiction à ça. Et la toxicité, c'est quelque chose qui peut attirer. Et le fait de fermer la porte en disant oui, cette personne, mettons, elle ne m'aime pas, en fait, vous encouragez ce schéma toxique parce qu'il y aura toujours des moments où cette personne va vous prouver, même un tout petit peu, que il ou elle tient à vous. Et donc, vous allez replonger dedans. Vous voyez. Pareil, si... en gros, si vous n'êtes pas honnête, je sais pas comment expliquer, juste ça fonctionnera pas. Par contre, si vous dites, ok, cette personne tient à moi, je tiens à elle, elle est toxique, ça m'attire ou ça m'attire pas, mais je sais que c'est pas bon pour moi, donc je dois tourner la page, vous verrez que c'est plus simple. Pourquoi? Parce que vous remettez pas la décision. En fait, si vous dites, je quitte cette personne parce qu'elle ne m'aime pas, c'est comme si vous lui donniez le pouvoir de vous récupérer. Et c'est ça, cette histoire de pouvoir extrême, bien ou mal, etc. C'est que, dans ce cas-là, si elle vous aime, vous avez plus de raison de fuir. Vous voyez? Alors que le vrai problème, c'est pas les sentiments de cette personne, c'est comment il ou elle se comporte. Donc attention à bien revenir à ça, à ne pas revenir à la limite au... Enfin, ce qui compte, c'est la finalité, c'est pas tant le pourquoi du comment et prenez des décisions par rapport à ça. Voilà, je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais c'est assez compliqué à canaliser. Un peu trop là quand même. L'usure, vous voyez? Prenez soin de vous pour ne pas subir l'usure et préserver votre vitalité. Là, oui, prenez soin de vous. On peut avoir aussi un petit peu de cette énergie-là dans le 5 de denier. Vous n'avez pas à continuer d'être une victime. J'en reviens vraiment à ce... Je sens ce truc très fort de bourreau, sauveur, victime. Vous ne pouvez pas rester dans la position de la victime. Mais encore une fois, aller dans les autres cases, c'est pas bon non plus. Hein. Ne commencez pas à vous mettre en tête que vous allez sauver cette personne. D'accord? C'est beaucoup trop compliqué. Ce n'est pas votre rôle. D'accord? Votre rôle, vous, là, tout de suite, c'est de survivre. C'est de vous protéger. C'est de vous retaper, de vous reposer et d'être encore une fois, honnête avec vous-même et d'avoir la responsabilité de vos actions. Parce que c'est pareil, quand on se positionne en victime, parfois on a tendance à se déresponsabiliser et à dire que c'est de la faute du bourreau.
Et il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est un schéma normal, hein, psychologique. Et il n'y a pas, y a pas de mal. Hein. Et parfois aussi, l'inverse, quand on est une victime, on a du mal à admettre qu'on est la victime d'une situation parce que ça veut dire qu'on a l'impression de la subir. Donc, penchez-vous vraiment là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Soyez honnête avec ce que vous ressentez de cette personne, ce que vous ressentez vous pour cette personne, faire le point et surtout penser en priorité à vous, d'accord ? Peu importe où vous mène votre réflexion, ce qui est important, c'est votre intégrité, c'est votre fatigue, c'est votre bien-être, c'est votre... tout ça. C'est ce qui doit compter. Parce que là, on est sur quelqu'un d'individualiste, encore une fois. On est sur quelqu'un qui est dans un instinct de survie, qui se fera pincer avant vous sans aucune hésitation. Et si vous ne faites pas l'effort de vous battre, entre guillemets, pour votre vie et de vous faire passer avant, ah bah vous allez finir écrasé sous les roues. Hein. Donc, prenez le temps. Si vous ne prenez pas soin de vous dans cette relation, cette personne n'est pas capable de le faire. Voilà, protestez. Commencez une révolution. Sortez de ce schéma-là, qui n'est pas bon pour vous. Ne cherchez pas à changer le schéma de l'autre, encore une fois, ce n'est pas votre rôle. Par contre, en changeant votre propre schéma, en vous révoltant, en faisant entendre votre voix, encore une fois, avec justesse, avec honnêteté avec vous-même, en étant transparent et transparente sur ce que vous ressentez réellement, ce que vous percevez de l'autre, et en changeant votre comportement déjà, vous, ça ira mieux, et indirectement, oui, ça va faire changer l'autre. Mais comment ça le fait changer, on s'en fout, c'est pas votre rôle, ok ? Donc vraiment, revenez là à ce qui est bon pour vous, prenez soin de vous, et affirmez-vous. Vous n'avez pas à subir et vous n'avez pas... la solution n'est pas forcément non plus de claquer la porte et de fuir très très loin sous les mauvais prétextes. Parce qu'encore une fois, pour moi, vous risquez de retomber dedans. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le cygne. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. C'est un peu bizarre votre truc là. J'ai l'impression qu'on est... c'est compliqué, hein. Oh là là. Je sais pas pourquoi, pour la majorité d'entre vous, j'ai 2 personnes qui sont en couple, mais pas ensemble. Ok, c'est-à-dire vous êtes en couple de votre côté et la personne à qui vous pensez est en couple de son côté. Et si c'est pas le cas, j'ai quand même des tierces. C'est-à-dire, peut-être que vous êtes en couple, la personne à qui vous pensez n'est pas en couple, mais se permet, ou vous avez l'impression que cette personne voit d'autres personnes ou ouvre la porte à d'autres personnes, ou alors cette personne donc est en couple et a l'impression, ou alors vous le faites, que vous fréquentez ou vous voyez d'autres personnes ou vous ouvrez la porte à d'autres personnes. En tout cas, c'est un sacré bordel parce que j'ai énormément d'énergie tierce partout, en fait. Il y a énormément... on fait pas une relation à 2, là. C'est une relation à 4, 5, 6. C'est un bordel sans nom, je suis désolée, mais c'est très compliqué. Parce qu'on est sur des personnes, du coup, qui sont qui sont indécises parce que la voie n'est pas dégagée. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ou alors elle est dégagée d'un côté, mais on se met en tête qu'elle ne l'est pas.
Ok. Donc, on a l'impression d'avoir tout le temps de la concurrence. Et comme on a l'impression d'avoir de la concurrence, on n'éclaircit pas notre propre situation. Exemple. Vous êtes en couple, cette personne est en couple et vous êtes libre, bah, cette personne va se mettre dans la tête que vous ouvrez la porte à d'autres personnes parce que il ou elle n'est pas seul, et du coup, bah, ça le conforte dans le fait de rester dans sa relation pour pas prendre le risque de tout quitter alors que vous allez peut-être vous barrer avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est pour ça que c'est super bizarre parce que pour moi, il y a énormément d'énergie tierce dans cette relation, mais qui sont beaucoup plus de l'ordre d'un blocage mental suite à une anticipation qu'une réalité matérielle. Ça se trouve, vous êtes tous les deux célibataires, mais vous vous êtes mis dans la tête que des deux côtés, il y avait des gens qui tournaient autour de l'autre, hein. C'est ça qui est super bizarre, c'est que je ressens pas tant de liens que ça dans la matière. C'est comme si je ressentais des ombres, des fantômes, mais qui sont plutôt de l'interprétation. Alors peut-être qu'il y a des choses matérielles, hein, mais l'image, enfin l'impact que ça a, il est beaucoup plus important dans le monde psychologique que dans le monde matériel. Voilà. Et c'est particulier parce que ça donne des chauds-froids, ça donne des je viens, je repars. Peut-être que vous êtes tous les deux, par exemple, en relation extra-conjugale l'un avec l'autre, et puis qu'il y a des moments où vous êtes ensemble, et puis après je sais pas, sans dire que ça explose, il y a de la distance, et puis on revient, ou alors qu'il y en a un des deux qui est en couple, et l'autre, il est amant ou maîtresse, et puis ça fonctionne un temps, et puis après cette personne va voir autre part, et puis revient, mais j'ai un truc tellement instable, tellement chaotique, et ce besoin de réfléchir, c'est vous qui vous mettez ça dans la tête, mais pitié, arrêtez de réfléchir tous les deux, hein, parce que vous êtes en train de complexifier les choses. En fait, vous réfléchissez tous les deux à travers le prisme de vos peurs, de vos angoisses, et ça donne encore plus de choses, à la limite, dont il faut avoir peur, parce que, c'est comme si vos propres peurs se matérialisaient et que du coup, ça en faisait surgir de nouvelles, etc. Et c'est compliqué, hein. J'ai vraiment un truc, j'ai rarement eu un truc aussi chaotique et dispersé, et c'est très très compliqué votre histoire, parce que en fait, si je dois résumer, c'est comme si vous aviez tous les deux compris ou interprété, hein, peu importe. Vous pensez tous les deux que vous ne pouvez pas être le seul ou la seule dans la vie de l'autre. Et donc, vous ne vivez et n'agissez qu'à travers ce prisme-là. C'est-à-dire, soit je me venge, soit je me protège, soit j'essaie de retenir l'autre, soit je le fuis. Ça va être des réflexes soit d'emprisonnement, soit de sabotage, et j'ai l'impression qu'ils sont cycliques, en fait. Vous voyez, c'est... Et des deux côtés. Des deux côtés, on est là-dedans. Et alors, il y a des réalités matérielles, mais il y a surtout, j'ai l'impression, une grosse part d'histoire, de vécu et de blessures, j'ai du mal à accorder ma pleine confiance à quelqu'un, en fait. J'ai du mal à tout... à lâcher le contrôle, à lâcher prise, et à y aller les yeux fermés sur une seule personne, quoi. J'ai du mal à me dire que mon bonheur, entre guillemets, dépend d'une seule personne, que je donne ce pouvoir à une seule personne qui peut partir et tout m'enlever, tout me retirer du jour au lendemain. Il y a aussi des blessures de trahison là-dedans. C'est chaotique, votre truc. Ok. Allez voir ce que cette personne ressent. Ouais. Je sens cette fausse clarté. Cette fausse... C'est comme si vous étiez dans une situation en train de résoudre une énigme, et qu'à un moment, vous allez dire un truc où vous savez que c'est complètement pas ça, mais comme tous les
les incohérences deviennent cohérentes, vous allez vous raccrocher à cette idée. Même si elle n'est pas du tout en elle-même crédible. Comment dire ça? Par exemple, vous allez vous dire oui, il y a tel truc qui est arrivé, il y a tel truc aussi, ça n'a aucun sens, je comprends pas, et puis il y a tel truc, et puis il y a tel truc, et il y a tel machin. Et comme vous n'arrivez pas à trouver les connexions logiques, vous allez vous dire, la solution, c'est qu'il y a un extraterrestre zombie qui est apparu et qu'il était sur une licorne, et là, ça explique tous mes trucs. Alors que vous savez que... Alors après, on peut y croire, hein, mais la probabilité qu'il y ait un extraterrestre zombie avec une licorne qui débarque, elle est quand même pas énorme. Mais comme ça répond à toutes vos questions et que avec cette explication, ça a du sens, eh ben on ne peut dire que c'est que ça. Voilà, on ne peut se dire que c'est ça, forcément. Ben, c'est comme si cette personne s'était matrixé la tête comme ça. En gros, on est parti d'un truc qui est erroné, qui n'a pas de sens par rapport à votre situation, mais on en fait une vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'elle nous arrange, parce qu'elle explique beaucoup de choses. Et notamment, ça peut être, cette personne ne sera jamais entièrement à moi. Pourquoi? Pourquoi pas d'ailleurs? Mais parce que ça nous arrange, parce que ça explique, je sais pas, le fait que, par exemple, vous soyez encore en couple, vous ne soyez pas séparés, que si vous êtes célibataire, il y a des gens qui tournent autour de vous, bah, c'est plus facile de se dire, cette personne ne m'aimera jamais complètement, cette personne ne sera jamais entièrement à moi, donc moi je dois me protéger, donc je continue d'aller dans mes schémas. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui n'a pas de sens quand on y réfléchit, mais encore une fois, j'ai ce truc de, ça m'arrange tellement de penser ça, que je vais mettre toute ma foi là-dedans et que je vais le transformer en vérité absolue. Voilà. Donc, on est dans une sorte d'auto-lavage de cerveau, là, quand même. Hein. On pense, ou du moins, on pense avoir la vérité, détenir la vérité, et limite, on s'en convainc, quoi, que ça ne peut être que ça, l'explication. Et le pire, c'est que cette explication, comme dit, elle est bancale. Pour moi, elle est... En fait, en plus, c'est une explication qui nous fait du mal. Pourquoi? Parce que se raccrocher de toutes nos forces à cette explication, nous donne des réponses, et en plus nous permet, en nous faisant du mal, de mettre une distance émotionnelle avec vous. Donc je dois rester sur mes gardes. Donc ça explique mes comportements toxiques. Donc, en fait, ça va dans le sens de cette personne, et on s'y raccroche de toutes ses forces. Waouh! Compliqué votre truc, hein? Ouais. Et vous voyez, hein, ça vient énormément de l'expérience, du vécu. Alors, ce genre de vérité auquel on s'accroche, ça peut être, par exemple, à une blessure de trahison. De toute façon, tous les hommes, c'est des connards, ou alors toutes les femmes, c'est des connasses. Cette personne, je peux pas lui faire confiance, elle va forcément me trahir, puisque ma vérité à laquelle que je me raccroche, c'est personne n'est fidèle. Voilà. Et donc, de me raccrocher à cette vérité va encourager mes schémas. Donc, si cette personne n'est pas fidèle, pourquoi je me positionnerai pleinement dans la relation? Alors que la vérité, c'est juste qu'on a énormément de mal, encore une fois, à faire confiance, à se mettre en position de vulnérabilité, et que la vérité, c'est qu'on a peur de souffrir. Mais du coup, là, on va se donner des raisons de ne pas le faire. Donc, moi, j'ai qu'à aller ouvrir la porte à d'autres personnes, j'ai qu'à avancer, reculer, faire des chauds-froids, j'ai qu'à ne pas vouloir m'engager. Pourquoi? Puisque ma vérité absolue, c'est que de toute façon, on m'a trahi. Et qu'on va encore me trahir, et que tout le monde est pareil, et que cette personne, ou alors, ne quittera jamais son mec ou sa nana, etc. Et on se sert de notre expérience pour se créer une vérité, et se permettre, encore une fois, en se faisant du mal, de garder une distance. Voilà. On s'auto-sabote, on s'auto-détruit quelque part.
Alors, on n'est pas dans la destruction totale, mais on essaie de tuer ce qui pourrait être positif pour garder ce contrôle sur je garde la distance, je me protège, je baisse pas ma garde. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, on vous dit il faut pas dormir parce que y a un monstre qui va vous manger dans vos cauchemars. Donc du coup, ce réflexe de pour garder la vigilance, pour pas s'endormir, on peut se faire mal, par exemple. On va, je sais pas, s'endormir, enfin s'asseoir avec une fourchette comme ça dans la main, comme ça dès qu'on somnole, bam, ça nous pique la jambe et ça nous réveille. Là, ça sert un petit peu de ça, de par la souffrance retrouver ce qu'on estime être la lucidité. Et cette souffrance, elle est provoquée par cette vérité qu'on s'invente, hein, quelle qu'elle soit, et ça nous permet de pas baisser la garde, de rester vigilant, de hop, dès qu'on a un petit mouvement, hop, on reprend, on se remet sur nos gardes, non, on veut pas souffrir, on veut pas s'engager, on veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, donc bam, on se met une bonne petite gifle dans la tronche et on est reparti, quoi. C'est particulier comme façon de fonctionner, hein. Ouais. Du coup, on reste dans le flirt. On reste dans ce qui est léger, vous voyez, votre énergie de légèreté aux autres. On reste dans le non-engageant. On reste dans la diversité des options qui peut encore s'offrir à nous. Parce que tant qu'on est dans le flirt, on n'est pas engagé. Hein. En soi, si vous regardez, j'en sais rien... Alors, oui, c'est pas cool de jouer sur plusieurs tableaux, mais tant que vous n'êtes engagé nulle part, techniquement. Si vous êtes sur une appli de rencontre, que vous avez envie de parler à 14 personnes différentes et de flirter avec 14 personnes différentes pour apprendre à faire connaissance avant de vous positionner, on ne peut rien vous reprocher, vous n'êtes engagé nulle part. Par contre, à partir du moment où vous êtes engagé, c'est plus pareil. Mais le flirt, il a, là, dans cette énergie, cette notion de laisser les portes ouvertes. Encore une fois, pas mettre tous les œufs dans le même panier, pas miser tout ce qu'on a sur un seul cheval. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais alors qui est... C'est chaotique, hein, ce qu'on ressent, et alors les raisonnements, les schémas qu'on a construit suite à ça, les techniques de défense, c'est quelque chose de très, de très instinctif, mais en même temps de très, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait rafistolé les choses au fur et à mesure. Par exemple, si on part du principe que notre vie, on va dire notre santé mentale, c'est une tour, ok ? La tour, faut dire ce qui est, des fois, elle se prend des gros coups de trucs dans la tronche. Hein. La tour, des fois, hop, elle va se prendre un boulet, il y a le toit qui saute, et puis après, là, il y a un autre boulet, là, il va y avoir un trou. Et qu'est-ce qu'on va faire, généralement, quand on est dans des périodes de reconstruction ? Alors, plus vous allez dans le travail sur vous, plus, en fait, vous allez rebâtir la tour de manière solide. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste rafistoler, vous allez peut-être reprendre les fondations, vous allez renforcer les points que vous savez être plus sensibles, etc. Et on va retourner à une cohérence d'un truc bien droit. Quand on est pas forcément dans le travail sur soi, mais dans la reconstruction parce qu'on vit des choses compliquées, on va généralement garder une certaine cohérence. C'est-à-dire que, ok, là j'ai pris un boulet de canon, je vais mettre une petite barricade par ici, ça se verra pas, ça va se fondre dans le mur, c'est pas parfait, c'est du rafistolage, je refais pas le mur complètement, mais je mets une planche en bois pour cacher le trou. Le toit, avant, il était en tuile, là, il s'est pris une tempête dans la tronche. Bon, je vais peut-être le faire plus petit, je vais peut-être mettre des tôles que j'ai trouvées dans le jardin, mais je vais refaire un toit. Et c'est comme si cette personne-là, elle était partie un peu en cacahuète sur les reconstructions. Imaginons, il y a un trou par là. Elle a dit, moi, je vais reconstruire le trou. Mais alors, je vais pas mettre une planche en bois dedans, là, que je vais enfoncer dans le mur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pic qui sort. Je vais mettre une planche ici. Voilà, donc là, il y a un gros trou, mais on s'en fout. Et puis, je vais mettre des pics pour me défendre. Donc, en fait, on fait des réparations, mais des réparations qui sont plus orientées sur l'attaque de ce qui pourrait revenir que la défense. Et ça donne des trucs incohérents parce qu'en fait, on n'a pas traité les blessures, mais on a développé des systèmes
encore une fois, de défense, mais dans l'attaque. Et c'est pour ça que ça donne un truc complètement décousu, parce que il n'y a aucune cohérence avec la tour de base. C'est que chaque truc ponctuel, si là on a pris un boulet de canon, par exemple, eh ben, on va prendre, je sais pas, une toile magique qui renvoie les boulets de canon. Par contre, si c'est des flèches qui arrivent à cet endroit-là, ah ben on n'est pas préparé. On n'a pas prévu ça. Nous, on a prévu pour le boulet de canon et puis pour le renvoyer, pour attaquer les gens. Ou alors, ici, on s'est fait attaquer, je sais pas, par des flèches. Et ben, on a prévu un truc qui récupère les flèches pour les renvoyer automatiquement. Mais si c'est un boulet de canon ici, on n'a pas ce qu'il faut. C'était pas prévu dans le... Et du coup, ça donne un truc où la reconstruction qui a été faite sur les blessures, elle n'est pas cohérente, on va dire, dans l'ensemble. Elle n'est pas appropriée non plus pour ce qui s'est passé. Et ça donne ce truc complètement bancal de... on a un système de défense qui, en fait, est agressif, qui n'est pas du tout réglé, et qui fait que, on fait comme on peut, mais ça donne un truc qui n'a aucun sens. Hein. Voilà. C'est... Et du coup, on se convainc de certaines choses parce qu'on a appris à reconstruire aux endroits où on se blessait. Donc, on s'auto-blesse, on fait nous-mêmes des trous dans la tour à ce stade pour, là, faire sortir des pics. Voilà. Je m'attaque ma propre tour avant que toi, tu me l'attaques. Je fais moi-même mon trou, comme ça, je fais moi-même mon système de défense. Et tu sais quoi, dans le trou que je viens de me faire, j'ai mis un bazooka. Donc, si tu t'approches trop près, bam. Voilà, en gros, ce qu'on a fait. Donc, c'est pas le meilleur rafistolage que j'ai vu quand même. Hein. Vous voyez ? Santé. Spécialiste. On veut traiter les choses d'une manière quand même très dans le mental, dans l'analyse, dans l'anticipation. Si on prend purement un spécialiste des finances, ça va être par exemple un trader, un banquier, etc. Son but, c'est d'anticiper ce qui va venir et d'agir en conséquence. Et là, on est bloqué là-dedans. Donc, on ne peut pas s'engager parce que on reste dans le flirt, parce que on met pas, encore une fois, comme un financier. Un financier, un banquier, si vous lui amenez des capitaux, sauf si c'est un très mauvais banquier, il va pas vous dire, tiens, tu prends tout ce que tu as et tu le mets là-dessus. Non. Il va vous dire, voilà, si vous voulez faire de l'investissement, si vous voulez gagner de l'argent, ou même si vous allez faire de la bourse, vous prenez un pourcentage de votre capital que vous divisez sur plusieurs trucs. Pourquoi ? Pour limiter les risques. Et c'est exactement comme ça qu'on est en train d'envisager la relation. On ne ferme pas de porte, on multiplie les opportunités ou les chances pour minimiser les pertes, même si on met un peu plus sur vous parce que le cœur est là, on minimise les pertes, et puis on analyse, on anticipe, on agit en conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, si on s'est mis dans la tête que vous ne serez jamais à nous, que vous ne quitterez jamais votre personne, la personne avec qui vous êtes, que vous aurez toujours des gens qui vous tournent autour, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on agit en conséquence. Pareil, on s'entoure. On fait en sorte de s'assurer une sécurité. Ou alors, on se convainc de certaines vérités pour se préparer. On est vraiment dans quelqu'un qui est pas prêt, je suis désolée, mais qui est vraiment pas prêt à s'engager ou même à ne serait-ce qu'être serein sur le plan sentimental. Hein. Ouais. On défend ses intérêts, on se protège. L'ours, il a ce... Dans le tas numéro 2, on avait le renard, et le renard parle aussi de défense d'intérêt, mais pas du tout de la même manière. Le renard, il parle de ses intérêts personnels, mais à la limite peut-être de confort, quelque part. Le renard, il a un petit peu... je sais pas où il est là. Intérêt personnel. Et là, on est dans la défense des intérêts. C'est-à-dire que le renard, il va être dans l'optimisation, il va être dans à la limite, l'intérêt personnel. Là, on aurait eu un renard, je vous aurais dit, cette personne, clairement, elle cherche une solution de sortie, c'est-à-dire que elle ne se contente pas de laisser les portes ouvertes, elle cherche activement des solutions de repli. Là, on est dans l'ours, on est dans la défense, c'est-à-dire on se protège. On n'est pas on recherche l'optimisation, on protège ce qui est à nous, on protège notre intégrité, on protège notre survie, nos intérêts, tout ce qui est bon pour nous. Et effectivement, la protection des intérêts passe par l'anticipation, la rigueur, la statistique, etc. C'est c'est pas la personne la plus détendue
que vous avez là au niveau émotionnel. C'est très 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 compliqué. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans les mêmes... alors c'est pas la même manière de fonctionner, mais vous n'êtes pas serein non plus sur votre émotionnel. Donc ça donne un truc super chaotique. Hein. Ok. Alors on va aller voir les conseils des guides pour cette relation. Oui. 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 Avant de vouloir faire des choses, avant de vouloir prendre des décisions, avant de vouloir s'adapter, déjà faut-il savoir ce que l'on veut. Et c'est important. Vous avez peut-être oublié ça. À force de vouloir peut-être vous protéger ou anticiper, en fait, vous vous êtes concentré sur votre survie beaucoup plus que sur votre bonheur. Et là, il faut revenir à ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez vivre quelque chose avec cette personne ? Est-ce que, par exemple, si vous êtes en couple, est-ce que c'est cette personne qui vous fait vibrer ou est-ce que c'est le fait d'avoir de l'attention, de la valorisation et que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui serait peut-être plus adapté pour vous ? Si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne ? Est-ce que c'est pas aussi peut-être le fait qu'elle soit indisponible émotionnellement ? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous ? Parce qu'il y a des peurs chez vous. Hein. Est-ce que votre peur, c'est pas justement une peur aussi de l'engagement, une peur de tout perdre, et que inconsciemment vous choisissez des gens qui sont indisponibles ? Réfléchissez à ça, s'il n'y a pas un truc cyclique chez vous. Est-ce que vous avez tendance à être attiré par les gens qui sont en couple, ou les gens qui ont des gros blocages émotionnels ? Mais en fait, vous êtes en train de perdre de vue les choses. Et vraiment, c'est un conseil très très important. Faites le point sur ce que vous souhaitez réellement. Sans... on oublie les peurs, là. Imaginons que vous avez une baguette magique, vous avez une lampe du génie. Imaginons, voilà, vous pouvez claquer des doigts et on exauce votre vœu. Qu'est-ce que serait ce vœu sur le plan sentimental ? Et en étant honnête avec vous-même, est-ce que votre vœu, c'est, par exemple, je souhaiterais être heureux ou heureuse en amour, ou est-ce que votre vœu, ce serait je souhaite ne plus souffrir en amour ? Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que si votre vœu naturel qui sort, c'est je souhaite ne plus souffrir en amour, c'est que vraiment votre vie sentimentale est orientée par vos peurs. Et là, il y a des questions à se poser. Mettez-nous dans les commentaires, c'est quoi votre vœu si vous avez une baguette magique ? Alors ensuite... communiquer clairement pour bâtir une relation authentique et harmonieuse. Ouais, mais la communication, elle passe d'abord par l'honnêteté avec soi-même. On ne peut pas communiquer si on ne sait pas, si on n'a pas de message à transmettre. Hein. Et avant tout, pour que la communication, c'est mettre une forme sur un fond. Si le fond n'est pas clair, la forme aura beau être excellente, le résultat sera pourri. Avant que de se concentrer sur la forme, il faut se concentrer sur le fond. Et on en revient à ce 9 de coupe. Quel est votre souhait dans la vie sentimentale ? Quel est votre souhait par rapport à cette personne ? Et pourquoi ce souhait ? Parce que ça peut très bien être votre souhait, c'est moi j'ai envie que cette personne m'aime. D'accord ? Pourquoi ? Est-ce que c'est égotique ? Est-ce que c'est un besoin d'amour ? Est-ce que c'est cette personne qui vous plaît ? Et plus vous allez aller affiner ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez, plus vous allez pouvoir être à l'aise dans votre communication, que ce soit verbal, non verbal, dans vos gestes, dans vos actions, et plus votre situation, quelle qu'elle soit, va s'apaiser. Hein, parce que là, on n'oublie pas, on est dans une... C'est même plus une triangulaire, c'est un carré, un hexagone, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées matériellement ou psychologiquement l'ombre de certaines personnes. Et c'est important, du coup, de faire le point sur... En fait, pour que le message soit clair, il faut que l'intention soit claire, hein, en gros. Et vous allez voir que ça va tout apaiser. Ok. Et ensuite... Et ouais, il est temps pour vous de vous guérir et non pas de faire la guerre. C'est le temps du repos. Et effectivement, je pense que, ce que je vous disais, vous êtes tellement dans un instinct un peu de survie, de protection, d'anticipation, il faut que je me protège de ça, il faut que je prépare ça, il faut que j'anticipe ça, que
En fait, vous préparez la bataille en permanence, mais c'est pas le moment, là. Là, c'est le moment de... Si vous voulez préparer la bataille, bah oui, vous pouvez faire entraîner vos forces armées tous les jours pour qu'elles se renforcent. Mais si vous les mettez sur les rotules tous les jours, le jour où la bataille arrive, ce sera pas constructif ce que vous avez fait. La bataille, ça passe aussi par des temps de repos, des temps de guérison, des temps aussi de stratégie, d'assimilation, de comprendre ce que l'on souhaite, qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce qu'on a à perdre, qu'est-ce qu'on risque, oui, mais pas que ça. Si vous vous concentrez dans une bataille sur ce que vous risquez, vous n'allez pas la gagner. Il faut vous concentrer sur ce que vous voulez gagner, sur ce que vous voulez obtenir. Bien sûr que c'est important de minimiser les pertes, mais si vous prenez, par exemple, les jeux vidéo, et que vous avez le choix de partir soit en mettant énormément de dégâts, soit en mettant énormément de défense, il y a beaucoup plus de chances que vous arriviez en mettant beaucoup d'attaques plutôt que beaucoup de défense. Pourquoi ? Parce que la défense, ok, bah c'est cool, hein, vous pouvez encaisser. Mais si vous n'avez pas de quoi riposter, au bout d'un moment, vous allez vous user, vous allez vous épuiser et vous allez tomber. Alors que l'attaque, alors peut-être que vous êtes en papier mâché, peut-être que si vous prenez un coup, vous mourrez, mais si vous ne faites pas toucher, vous allez raser les ennemis. Hein. Et là, ça fait longtemps que vous vous êtes défendu, d'accord ? Ça marche pas. Maintenant, il faut prendre le repos, revoir sa stratégie, et pour ça, revoir sa stratégie, encore une fois, ça repasse par ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale ? Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne ? Qu'est-ce que vous voulez même dans votre vie en général ? Est-ce que l'amour, c'est quelque chose sur lequel vous basez votre bonheur ou pas ? Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que est-ce qu'il y a un mal-être plus profond qui est comblé par l'amour ? Est-ce que... Faites le point sur vous, vraiment. Et repartez de là. Ce que vous souhaitez. Quand vous saurez ce que vous souhaitez, vous pourrez agir en ce sens, vous pourrez communiquer en ce sens, et vous pourrez surtout, à travers cette réflexion, guérir ce qui doit être guéri. Et du coup, adopter une nouvelle stratégie. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.